je ne comprends pas les gens. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? L'homme qui est devant vous, là, vous ne le connaissez même pas. Et vous voulez trouver un calendrier pour lui. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé un calendrier? Est-ce qu'il vous a demandé son chemin? Il ne vous a pas dit où est le chemin de Gagnois, où est le chemin d'Azoupé. Non, il ne vous a rien demandé. Où est votre problème? Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais, et je le dirai à la fin de ce discours, c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas leur problème. Il y a des gens plus vieux que moi qui font la politique. Donc, ce débat-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et surtout, je ne veux plus qu'il arrive à mes oreilles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème de ceux qui le posent. Ce problème-là, ce n'est pas leur affaire. Je suis un être vivant, un être humain, et je suis entouré d'autres êtres humains qui sont des camarades, et nous sommes dans une entité appelée parti politique. Nous prenons nos décisions. Nous pouvons décider que ceci, que cela. Mais ce n'est pas les autres qui, au dehors, vont dire, bon, il faudrait qu'il aille s'asseoir au village, il faudrait que... Mais vous connaissez mon village? Vous connaissez mon village? Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça. Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça. Une espèce d'impolitesse à dire ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas en politique pour arranger certains ou déranger d'autres. Je mets sur le marché politique mes idées. Et nous sommes organisés avec des camarades, nous traitons ces idées-là, et puis bon, nous en faisons ce que nous voulons. Voilà. Depuis que je suis venu, comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision et depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Yodé et Siro, eux, je les connaissais avant. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait mal. Askeli.
Askeli. Askeli. Il m'a beaucoup aidé à Korogo, quand j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, on recevait LC2, une télévision togolaise qui diffusait la musique. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite à ce congrès pour chanter un peu comme les autres. Depuis quelque temps avant le congrès, on me dit qu'il est décédé. C'est parce qu'il est très amusant. Il est très amusant et il est très... Donc, ça m'a aidé à découvrir même celui, le coupé. Oui. Lui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps à Bruxelles. Son coupé décalé, là, ça me plaisait, son chant. Son chant me plaisait. C'était très rythmé et voilà. Bon, donc j'ai regardé la télévision. Et puis, quelqu'un me dit, mais Gbagbo, il amène toujours des nouveaux trucs. Il était venu au temps du fou avec la démocratie. Maintenant, il vient avec panafricanisme, d'où ça sort. Mais je vais vous dire d'où ça sort. C'est Kwame Nkrumah qui a écrit l'Afrique doit s'unir. Mais il faut remarquer que c'est Kwame Nkrumah, ancien élève et étudiant aux États-Unis, qui a écrit l'Afrique doit s'unir. Regardez un peu les États-Unis. Regardez les États-Unis. Ça fait 2 siècles qu'ils sont indépendants. Ils ont lutté dur pour leur indépendance. Au départ, ils étaient 13 États. 13. Ça vous dit rien? Non, je suis pas Daiko. Je ne suis pas mon collègue Daiko. Mais ça, c'est la CEDEAO déjà. C'est déjà la CEDEAO. Mais ils ont estimé que ce n'est pas assez. Ils se sont battus. Après la guerre de sécession, ils ont aggloméré tous les États qui, en Amérique, se formaient.
Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 États. Je crois 51. Autant que l'Afrique. Autant que l'Afrique. Est-ce que ça vous dit rien? Regardez un peu le monde et voyez quels sont les puissants. Les puissants sont les grands de taille. La Chine, les États-Unis, la Russie, le Canada, ce sont les pays qui sont, comme le disait un de mes anciens collègues président de la République, qui sont balèzes. Mais nous, chacun veut être président dans son village. On a un petit tronçon de pays et on est président là et on est content. Mais ça ne nous donne pas l'indépendance. Ça ne nous donne pas la puissance. Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes deux chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations, nous discutons, mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Ce n'est pas la peine de chercher des théories et des trucs. Il faut regarder les faits. Moi, je ne vais pas citer des pays pour ne pas être en porte-à-faux diplomatique avec des gens. J'ai été quand même chef d'État, mais c'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Les pays dont on parle un peu en Afrique, qui ont une petite puissance économique,
c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte. Donc des pays qui sont grands, un peu, par rapport à nous autres. Mais nous, là, on a le cacao. Cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout, et moi aussi. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. San Pedro est le premier port cacaoyer du monde. Mais et puis après, vous savez, ce qui a fait le problème entre Houphouët-Boigny et la Banque mondiale à la fin de la vie d'Houphouët-Boigny, c'est qu'il a tenté de bloquer le cacao pour faire monter les coûts. Quand la Banque mondiale a vu ça, elle a diversifié. En Malaisie, elle a donné de l'argent pour qu'on développe la culture cacaoyère là-bas. Ouais, c'est pas, tu veux nous faire chanter pourquoi? Et ils ont les moyens. Et même l'Europe, qui a colonisé la plupart des pays africains. L'Europe se trouve être petite. Chaque pays d'Europe se trouve être petit aujourd'hui. Donc, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un processus qui a commencé et les Européens sont en train de s'agglomérer, de se regrouper. Ils ont déjà créé une monnaie unique, mais on ne crée pas une monnaie unique comme ça. C'est qu'ils s'en vont, ils avancent. Ce processus-là va aboutir à la création d'un État plus tard. Et cet État-là pourra au moins rivaliser ou bien tenir tête aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Voilà les blocs qui se dessinent. Voilà les blocs qui se dessinent. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe. Pendant ce temps, nous, chacun met ses bras dans la poche. Il fait jouer l'hymne national chaque matin devant sa maison. Il fait flotter le drapeau sur le toit de sa maison. Et puis on est là. Non, non, non. Et non. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il y a l'Afrique et il y a l'Amérique latine qui sont encore fragmentés. C'est pourquoi il faut que les États africains s'unissent. C'est pourquoi il faut que le PPACI fasse appel aux autres partis progressistes pour que nous nous unissions. Il faut que nous soyons le ferment
Il faut que nous soyons le ferment de la lutte. Il y en a, j'ai écouté quelqu'un qui dit, mais Gbagbo, quand il était président, il n'a rien fait. Mais si, j'ai commencé et puis on m'a fait la guerre. Et les gens, il y en a qui parlent comme si la guerre, ce n'était pas une réalité réelle. Mais la guerre était une réalité. Je suis le premier président de Côte d'Ivoire qui a fait élire un Ivoirien à la tête de l'OUA. C'est parce que je croyais à l'organisation panafricaine. Et je voulais qu'on y aille. Et ce secrétaire général de l'OUA, Essi Amara, notre diplomate très chevronné, a été le dernier secrétaire général de l'OUA et le premier président de la Commission de l'Union africaine. J'ai fait ça. J'ai travaillé pour que la commission cacao, qui était à Londres, vienne à Abidjan. Dano Diégué était ministre de l'Agriculture en ce moment-là. Et puis la guerre est arrivée. Je n'avais plus d'autres soucis que de mettre fin à la guerre. Pendant 10 ans, la guerre. Pendant 10 ans, je n'avais même plus de gouvernement. C'est de l'extérieur qu'on me dictait, ah bon, si tu veux avoir la paix, il faut prendre un tel comme premier ministre. Si tu veux la paix, il faut... Bon, des gens qui sont gentils, qui sont capables, qui sont compétents, qui sont bien. Mais ce n'était pas mes premiers ministres, à moi. Vous voyez? Dans la première phase, le seul premier ministre que j'ai nommé, c'était Afinguessan. Dans la deuxième phase, le deuxième premier ministre que j'ai nommé, c'est Akengbo. Mais Akengbo, il ne s'est même pas installé au bureau. Quand la guerre est venue nous balayer tous. Voilà. Donc, le panafricanisme n'est pas un slogan. Le panafricanisme n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand vous avez une certaine taille petite et que vous n'avez que le cacao à proposer, vous ne vous bandez pas les muscles pour vous promener devant les gens. Parce que quand vous passez, chacun rit. On joue votre hymne, mais les gens sourient. Mais les gens sourient. C'est pourquoi, quand j'étais chef d'État, je ne demandais jamais à aller en visite officielle dans un pays développé. Parce que quand tu demandes à aller en visite, on croit que vous venez demander quelque chose. Mais j'allais là où on m'invitait. J'allais là où on m'invitait. Je suis allé en France, je crois 3 fois. C'est parce que 3 fois, on m'a invité.
Je suis allé en Italie, c'est parce qu'on m'a invité. Je suis allé en Chine, c'est parce qu'on m'a invité. Quand tu es à la tête d'un petit pays, qui est forcément un pays pauvre, quand tu appelles l'ambassadeur pour dire que tu veux aller en visite officielle dans son pays, la nouvelle arrive là-bas, les gens croient que tu viens demander quelque chose. Non. Non. Il faut se débrouiller. C'est pourquoi nous avons fait le budget sécurisé. Nous avons fait le budget sécurisé. Ça veut dire que ce qu'on gagne, c'est ça qu'on mange. C'est ça le budget sécurisé. Il faut parler comme à Yopougon chez nous. Vous parlez comme à Yopougon chez nous. C'est-à-dire, ce que nous gagnons, c'est ce que nous dépensons. Je ne sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, nous dépensions 100 milliards par mois pour les salaires des fonctionnaires. On les avait. Et on les sécurisait. Et puis les autres dépenses de l'État. Bon. Mais on avait ce qu'il nous fallait pour faire face aux dépenses de l'État. Et je me faisais un orgueil de faire les dépenses incontournables de l'État sur ce que nous gagnions. J'ai commencé à construire Yamoussoukro. Mais en construisant Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale devait nous être livré en 2012. On m'a arrêté en 2011. Le palais est toujours tel qu'il est. La présidente de la République est là, mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ça, je n'ai pas emprunté un franc. C'est notre capital. Et c'est peut-être ce qu'on me reproche de taper mon patrie. C'est notre capital. Notre Assemblée nationale, notre président de la République, je n'emprunte pas l'argent pour ça. Là où on a emprunté, c'est pour arriver à Yamoussoukro. Parce que il y avait l'autoroute qui s'arrêtait à Saint-Grobo. Donc, j'ai emprunté de l'argent aux Arabes. Et nous avons achevé l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Alors, chers amis, nous avons créé le PPA-CI, notre parti. Ce n'est pas la peine de revenir sur les raisons qui nous ont poussés à venir créer notre parti parce qu'il y a des polémiques
qui sont souvent inutiles. Quand il faut polémiquer, je suis capable de le faire. Mais quand la polémique est stérile et qu'elle n'apporte rien au débat national, ce n'est pas la peine. Nous avons travaillé, nous avons élu Mme Agomat. Elle est juriste. Elle a travaillé avec moi depuis longtemps. Elle était adjointe. D'abord, elle est professeure de droit privé.